L'Institut des sciences de l'environnement vous propose cette série d'entretiens qui ont en commun de donner la parole à des chercheurs qui, eux aussi, veulent aplanir des courbes, pas celles d'une deuxième ou troisième vague pandémique, mais des courbes préoccupantes qui sont pour la plupart liées à des phénomènes environnementaux. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Philippe Gachon, qui est professeur d'hydroclimatologie au département de géographie de l'UQAM et qui, depuis 2018, dirige le réseau Inondations intersectorielles du Québec, le RISC, un regroupement interuniversitaire qui contribue à la réduction des risques d'inondation et de leurs conséquences. Bonjour, Philippe Gachon. Bonjour. Philippe Gachon, avec la manière dont je viens de vous présenter, je pense qu'on va parler d'eau. Je pense qu'on va parler d'eau aujourd'hui, puis si on avait à identifier, je dirais, un terrain sur lequel on va se préoccuper d'eau, vous auriez envie de le circonscrire comment? Alors, on va le circonscrire tout de suite, évidemment, en fonction de mon bagage d'expertise et aussi le réseau que je dirige sur l'eau, qui est un enjeu, je dirais, numéro un dans le contexte, évidemment, du changement climatique. Juste pour prendre un exemple, on a, parmi tous les désastres naturels, à peu près 3/4 des désastres naturels, si on compte tous les désastres naturels. Ça inclut les tsunamis, ça inclut les tremblements de terre, ça inclut évidemment les phénomènes météorologiques. Juste les inondations et les tempêtes violentes correspondent à peu près sur l'ensemble du globe à peu près à 3/4 de phénomènes naturels. Ils sont responsables de plus de 54% des décès dans le monde et à peu près 3/4 des dommages, je dirais, économiques. Au Québec et au Canada en général, les inondations, c'est à peu près 40% de tous les désastres naturels. Heureusement, on n'a pas beaucoup de tsunamis, on n'a pas beaucoup de tremblements de terre et de volcans ici, mais c'est quand même 40% de tous les... C'est immense. Et ils correspondent à peu près à 75%, donc à peu près 3/4 de tous les désastres, en fait, les coûts, ce qu'on appelle des aides d'accords d'aide financière en cas de catastrophe, que le gouvernement fédéral verse aux provinces lorsqu'il se produit une catastrophe, parce que les inondations, en plus au Québec et au Canada, pour l'essentiel, ce n'est pas assuré. À peu près 6% des gens sont assurés pour les inondations, donc c'est essentiellement l'argent public. Le fédéral, à peu près 60% qui paye les coûts. Puis après ça, c'est les provinces, puis aussi une partie, évidemment, de certains biens qui peuvent être quand même assurés. Donc, 40%, mais 3/4 des coûts d'aide financière, et c'est en train d'augmenter de façon Voilà, substantielle. c'est là qu'on va rejoindre l'idée de courbe, parce que c'est 40% maintenant, c'était certainement moins il y a 50 ans, et ça risque d'être plus si on n'agit pas, ça risque d'être plus de manière, est-ce que vous diriez presque exponentielle? C'est en train de devenir exponentiel. Juste pour prendre, par exemple, les 40 dernières années, on a à peu près une augmentation de 10 fois les coûts économiques et il y a plus, effectivement, de phénomènes hydrométéorologiques, en particulier les inondations. Bon, on se rappelle évidemment les inondations de 2019-2017 ici au Québec. On n'a pas d'ailleurs encore fini de payer et d'estimer les coûts totaux. Juste l'inondation de 2019, on estime à peu près autour de 400 millions de dollars, mais tout n'est pas reconstruit. Il y a encore des gens, d'ailleurs, qui ne sont pas réinstallés dans leur... propriété, soit parce que la maison n'est pas, on va dire, capable d'être reconstruite, et aussi parce que le gouvernement aussi a changé la donne en disant on va limiter le nombre d'indemnités ou le montant d'indemnités qu'on va donner. Et ça, c'est un enjeu, je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'eau. En fait, au Canada, d'abord au Québec, on prend juste l'exemple, on a plus de 3 millions de lacs. Nous sommes, par capita, dans le monde, le pays qui a la plus grande concentration d'eau disponible par habitant. D'eau douce. D'eau douce. Et nous sommes entourés d'eau aussi. Il ne faut pas oublier une chose, nous avons l'océan Atlantique, le plus grand golfe au monde, magnifique en termes de, évidemment, biodiversité, par exemple. Mais on est aussi dans un endroit du monde où on est extrêmement affecté par tous les changements dans le cycle hydrologique. Un exemple tout bête, aujourd'hui il neigeait ce matin à Montréal. Les températures, si en bas de 0 degré, c'est de la neige ou éventuellement de la pluie verglaçante, au-dessus de 0 degré, c'est de la pluie. Donc on est extrêmement sensible à tous ces changements dans les seuils. Et donc le réchauffement va affecter en particulier le cycle hydrologique dans les régions arctiques et en particulier dans les régions nordiques comme le Québec, comme le Canada. Plus encore que dans d'autres pays, par exemple l'Europe, où eux, ils n'ont pas ces effets de seuil. On prend l'exemple de Paris, l'essentiel de la ville de Paris, 500 mm de pluie qui tombe à chaque année, c'est essentiellement sous forme de précipitations liquides. Il y a de temps en temps de la neige, puis ça engendre toutes sortes de problèmes d'ailleurs dans la ville de Paris. Mais alors que nous, on a
plus d'un mètre de neige en moyenne à Montréal, 3 mètres à Québec. Nous sommes des villes nordiques, un pays nordique dans lequel on a une bonne partie en fait, de l'année où l'eau est sous forme solide. Et donc, le réchauffement va affecter tous les risques hydrométéorologiques de façon plus sensible que dans d'autres pays du monde. Et on le voit, nos inondations printanières, on a certainement parmi les records du monde en termes de durée d'inondation. On l'a vu, vous vous rappelez encore une fois pour 2019, des inondations qui durent 60 jours. On ne voit pas beaucoup ça dans le monde. On a de temps en temps des inondations majeures, par exemple dans les pays tropicaux. On en a vu aussi dans les pays européens, à Paris et ailleurs. Mais des inondations qui durent pas loin de 3 mois, c'est exceptionnel. On l'a vu d'ailleurs dans le Richelieu en 2011. Et ça a évidemment un impact majeur, parce qu'une maison qui reste sous l'eau pendant quelques heures, ce n'est pas la même chose qu'une maison qui va rester, ou une infrastructure qui reste sous l'eau pendant 2 mois. En plus, les conditions froides font en sorte évidemment que c'est difficile aussi de sécher, la moisissure s'y met. Donc il y a toutes sortes de facteurs qui influencent aussi les dégâts, les types de dégâts et les mobilisations que ça nécessite au moment de l'intervention et du rétablissement, parce que ça veut dire aussi que les gens doivent partir de chez eux pendant longtemps. Mettent énormément de temps à se rétablir. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui sont importants. Alors, c'est intéressant parce que dans tout ce que vous évoquez, Philippe Gachon, il y a 2 courbes, en fait. Il y a la courbe des effets. On n'avait peut-être pas réalisé à quel point notre situation géographique fait que les inondations sont particulièrement tenaces et détestables. Il y a la courbe des causes aussi. Et là, aplanir la courbe des causes, il faut s'adresser à des géants, là. On pourra revenir à la courbe des effets, mais la courbe des causes, si on voulait s'y intéresser, si on voulait faire quelque chose, c'est extrêmement global. C'est global et c'est complexe. On va prendre l'exemple des risques. En fait, qu'est-ce qui définit d'abord un risque? Une inondation, par exemple, ou tous les risques naturels. Alors, c'est la partie aléa, la météo. Ce qui génère une inondation, c'est évidemment parce qu'il se met à pleuvoir beaucoup sur, par exemple, de la neige qui est en train de fondre de façon très rapide. Donc, je dirais toute la partie environnementale, naturelle, climatique, météorologique. Mais il y a aussi le contexte dans lequel se produisent ces phénomènes-là. Et ça participe non seulement au risque, mais à ses conséquences. La vulnérabilité, par exemple, socio-environnementale ou tout simplement environnementale, nous avons, dans certains secteurs du Québec, des bassins versants qui sont particulièrement sensibles à des montées rapides ou à un apport très important, par exemple, de précipitations liquides. On vient de le voir d'ailleurs en fin de semaine dans la rivière Châteauguay. On l'a vu il y a quelque temps aussi, l'Assomption, pardon, il y a quelque temps dans la rivière Châteauguay. On l'a vu en Beauce en 2019, les embâcles, par exemple. Donc, des apports massifs de précipitations liquides sur la neige, avec la glace qui se met à fondre. Très rapidement, ça peut évidemment augmenter les facteurs d'augmentation du niveau d'eau. Donc ça, c'est déjà le contexte de vulnérabilité. Puis l'autre facteur qui est extrêmement important, que souvent on néglige, qu'on n'identifie pas de façon entière, c'est tous les facteurs d'exposition, qui évidemment ont à voir avec l'aménagement du territoire. Le fait qu'on s'est construit dans les zones à risque, parce qu'auparavant, par exemple, pour prendre un exemple tout bête, il y a une statistique qui vient de sortir du rapport de Statistique Québec, montrant que parmi toutes les zones inondées en 2019, seulement 29% avaient été identifiées comme des zones à risque d'inondation. Ça veut dire que plus des 3/4, pas loin des 3/4, n'avaient pas été identifiés comme des zones à risque. Parce qu'on n'avait pas tenu compte de ces facteurs d'exposition qui ont changé évidemment avec l'aménagement du territoire. On a construit sans savoir exactement si on était véritablement à risque. Et puis l'autre facteur qui est en train de changer, c'est le climat. Le climat, la plupart du temps, quand on a décidé de construire ou pas dans certaines régions, des infrastructures, des digues, etc., on ne tenait pas compte du changement climatique. Oui. Donc, si on parle de l'exposition, qui est un facteur extrêmement intéressant et important, est-ce qu'on pourrait dire que globalement, ce qui pourrait nous permettre d'aplanir la courbe, c'est d'avoir un peu plus d'humilité vis-à-vis de la force de l'eau? Absolument. En fait, il faut intervenir sur les trois endroits. Évidemment, aléa, ça veut dire réduire notre empreinte écologique, arrêter de consommer évidemment les combustibles fossiles, réduire évidemment l'empreinte et l'augmentation des gaz à effet de serre. Ça, on peut quand même agir un petit peu sur réduire le risque d'aléa intense en particulier. Mais il faut agir aussi sur les facteurs de vulnérabilité et d'exposition. Et pour ça, ça veut dire réduire notre exposition, informer les gens. Okay?
On le sait, encore une fois, je reviens à les statistiques, à peu près 45% des gens seulement savent qu'ils vivent dans une zone à risque. Ça veut dire que plus de la majorité ne savent pas qu'ils vivent dans une zone à risque, ou s'ils le savent, ils minimisent des risques ou ils ne savent pas que ces risques-là vont augmenter dans le contexte du changement climatique. Voilà, parce qu'il y a des zones à risque qui sont peut-être en devenir, dans un avenir finalement beaucoup plus proche qu'on le croyait aussi. Absolument, et on le voit, et je ne veux pas évidemment faire Monsieur Catastrophe parce que ce qui s'en vient est pas drôle. On a effectivement une urgence. Je vais prendre des exemples tout bêtes. On a eu, tout bête, récent, 2 inondations majeures dans les 3-4 derniers mois. Une à Noël à Québec. On a eu le 25 décembre, plusieurs rivières à côté de Québec qui sont entrées en crue, suite évidemment à des phénomènes de pluie sur neige. Il s'est mis à faire 13 degrés à Noël. Vous vous rappelez, on a tous passé un peu un Noël vert dans une bonne partie du Québec. Des quantités de précipitations en ce moment-là de l'année qui sont un peu exceptionnelles. On ne s'attend pas à avoir des quantités aussi importantes de pluie à Noël. Un autre exemple, ça a été en Gaspésie le 2-3 décembre, où on a eu entre 70 et 160 mm de pluie en l'espace de 24-48 heures. C'est des quantités qu'on ne voit pas normalement, qu'on va voir en été, mais qu'on ne voit pas en hiver. Au mois de décembre, on s'entend en Gaspésie. Pour ceux qui connaissent la Gaspésie, c'est déjà l'hiver. Début décembre, la neige est accumulée. D'ailleurs, il y avait eu de la neige déjà au sol. La glace s'était formée. Et cette quantité d'eau qui est arrivée a engendré, je regardais d'ailleurs hier, parce que j'ai une étudiante qui travaille là-dessus, on est passé par exemple pour la rivière Cascapédia de l'ordre de 50 mètres cubes par seconde à plus de 1000 mètres cubes par seconde en l'espace de quelques heures. Il est tombé, comme je dis, entre 70 et 160 mm en moins de 24 heures. Ce sont des quantités énormes. Alors, densité de population plus faible dans ce coin-là qu'ailleurs au Québec, fort heureusement, on pourrait dire, parce qu'avec une augmentation du débit comme ça, on aurait pu imaginer à d'autres endroits des villages complets emportés. Absolument. Il y a quand même eu des dégâts, notamment dans le coin de Richmond et tout ça, des ponts emportés, des routes emportées, des gens qui ont dû être évacués. Mais effectivement, cette zone-là, heureusement, n'est pas trop peuplée, mais il y a quand même eu des dégâts sur les infrastructures. Un autre exemple récent, on l'a vu en Australie la semaine dernière ou il y a 15 jours, avec des grosses pluies qui ont engendré évidemment des dégâts énormes. En France, dans le sud-est de la France, au mois d'octobre, il est tombé à peu près 500 mm en l'espace de moins de 24 heures. 500 mm, ce sont des quantités normalement qu'on ne retrouve dans les zones tropicales. J'ai moi-même d'ailleurs connu une précipitation en moins d'une heure à Niamey de 300 mm. Je peux vous dire qu'il pleut, puis il pleut. D'ailleurs, il y a eu des morts. Une partie des ponts emportés, etc. Mais tout ça pour dire que les quantités qu'on est en train de recevoir sont quelque chose qu'on n'a jamais vu d'un point de vue historique. Et on peut plus considérer évidemment que le passé est garant de l'avenir. Nos séries historiques hydrologiques, par exemple, ou météorologiques, qu'on a dans le passé ne peuvent pas nous permettre évidemment de bâtir l'évolution évidemment de ce qu'on va voir dans le futur, parce que les changements sont en cours et sont extrêmement rapides et intenses. Et de façon majeure. Donc, quand on essaie de modéliser l'impact de ces changements-là sur les systèmes hydrométéorologiques, il y a une énorme marge d'erreur. C'est ce que vous nous dites? Il y a encore beaucoup d'incertitudes. C'est d'ailleurs pour ça que la recherche est importante et doit être soutenue, maintenue. C'est comme pour la COVID, parce qu'on ne prendra pas évidemment des décisions en adaptation basées sur des hypothèses. Il faut baser évidemment nos décisions sur les connaissances les plus à jour. Ce qui va nous rester à faire au cours des prochaines années, des prochaines décennies, c'est être capable justement de développer une information à des échelles locales. Parce que les facteurs d'exposition dont je parlais tout à l'heure, de vulnérabilité, ce sont des choses qui changent beaucoup d'un territoire à l'autre, d'un bassin versant à l'autre. Et toute cette information-là, pour l'instant, elle n'a pas été développée à des échelles locales, à des échelles de bassin. Les modèles ne sont pas encore rendus à des échelles suffisamment fines. On est d'ailleurs en train de le développer ici avec des collègues au centre ESCARE à l'UQAM, basé d'ailleurs sur un modèle d'environnement CADA, donc à des échelles très très haute résolution. Mais il faut maintenant tenir compte aussi des autres facteurs humains, vulnérabilité, exposition, tout ça à des échelles locales pour essayer justement de développer ces 3 composantes du risque, l'aléa de façon précise, la vulnérabilité et l'exposition, pour faire en sorte que comment ça peut créer des risques à des échelles locales, être capable de développer une information plus orientée vers les décideurs et surtout, informer les populations, qui sont dans bien des cas
comme je l'ai dit tout à l'heure, en grande majorité ignorantes des risques qui sont en train d'évoluer rapidement sur leur territoire. C'est très intéressant que vous disiez ça, Philippe Gachon, parce que on pourrait penser que tout doit passer par des politiques publiques, des nouvelles cartes de zones inondables, des nouveaux décrets sur des manières de construire, etc. Mais ce que je crois comprendre, c'est que s'il y avait en parallèle une meilleure éducation publique, une meilleure éducation populaire, il y a une partie du travail qui se ferait tout seul? L'ONU a produit un rapport très intéressant sur l'après-Covid. Comment la science pourrait permettre de redémarrer non seulement l'économie, mais de prendre en considération un certain nombre de choses pour arrêter de faire de la gestion de crise, faire la gestion de risque. Je vais revenir à la question que vous me posez à propos de, justement, prévention, sensibilisation. Qu'est-ce que ça veut dire passer de la gestion de crise à la gestion de risque? Ça veut dire être proactif, anticiper les changements, pas attendre que ça s'en vienne. Okay? On gère la crise en ce moment, on fait l'intervention, mais on ne l'a pas planifiée. Pourtant, les scientifiques, ils nous ont dit depuis des années qu'une épidémie, on ne sait pas quand elle va se produire, mais elle va arriver. Puis le jour où elle va arriver, ça va être de grande ampleur. Donc, passer de la gestion de crise à la gestion proactive des risques, ça veut dire travailler en amont, pendant et après. En amont, sensibilisation, prévention, préparation, éducation. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, je prends un exemple du Québec, on ait si peu d'universités à avoir des programmes de gestion de risque qui nécessitent justement une intersectorialité, les gens en sciences naturelles, les gens en sciences humaines, les gens en sciences de la santé, etc. En mathématiques. En mathématiques. Développer, on va dire, cette approche intersectorielle pour identifier ces problématiques, faire l'éducation sur avant, pour préparer les gens aussi, faire de la prévention. Je vais vous donner un exemple tout bête, puis ça c'est l'ONU qui vient de le dire encore une fois dans le rapport qu'il a produit en 2019, ça ne fait pas si longtemps, en disant on met énormément d'argent à l'intervention. C'est le cas en ce moment avec la pandémie. Si on menait un tout petit peu d'argent en prévention, on économiserait énormément, mais surtout on éviterait des décès, des personnes blessées, des conséquences majeures sur les populations. Donc travailler avant, travailler pendant. Québec, on n'est pas si mal dans l'intervention, mais il y a des choses qu'on devrait améliorer, notamment vis-à-vis des populations vulnérables, qui sont souvent laissées à elles-mêmes. On n'a pas assez de support psychologique, notamment le problème psychosocial est majeur lorsqu'on a un sinistre, que ce soit en pandémie ou en inondation, peu importe. Mais en inondation, ça a été évoqué à plusieurs reprises, l'impact psychologique et comme vous le disiez vous-même, la durée, le fait que ça dure, qu'on est dans des conditions de vie qui deviennent détestables, qu'on est dans une insécurité parce qu'on ne sait pas si les dégâts seront couverts ou pas. Il y a plusieurs aspects qui font que c'est psychologiquement très difficile, Absolument, et c'est pour ça qu'il faut aussi travailler pendant l'événement et après. Et après, parce que ça dure après, oui. Absolument, le rétablissement. Oui. Non seulement faire reconstruire mieux nos infrastructures, arrêter de penser que, encore une fois, le passé est garant de l'avenir, mais surtout s'attarder au rétablissement des populations. Ce qui est un peu l'angle mort à l'heure actuelle. On a une approche extrêmement comptable vis-à-vis du rétablissement. On donne un chèque, puis on pense qu'on a solutionné le problème. En réalité, l'impact psychosocial, d'ailleurs nos collègues qui travaillent dans le domaine psychosocial, dans le réseau risque ou ailleurs, montre que ça peut prendre des années à avoir justement retrouvé une vie normale. Ça déstructure les familles. On s'entend que quand les gens ils perdent tous leurs biens, non seulement c'est un drame évidemment d'un point de vue économique, mais ça provoque des dépressions, ça peut provoquer une incapacité à travailler, ça déstructure les familles. On le voit aussi, ça peut engendrer des drames familiaux. Donc le volet rétablissement est extrêmement important. On devrait mettre l'emphase là-dessus et surtout, ce qu'on ne fait pas malheureusement de façon systématique, ce que les Européens ont décidé de faire, les Américains ont décidé de le faire, les Japonais le font de façon remarquable, c'est les leçons apprises, les retours d'expérience. Quand il se produit un événement, on doit absolument, par exemple en Europe, c'est inscrit dans le cadre européen, chacun des pays, la plupart des pays d'Europe, l'ont inscrit dans leur loi. On fait ce qu'on appelle un processus de retour d'expérience, on regarde ce qui a bien été, pas bien été, puis comment on peut s'améliorer la prochaine fois. C'est comme ça qu'on va apprendre et développer une approche proactive en gestion des risques, parce qu'à chaque fois qu'il se produit un événement, on ne veut pas répéter nos erreurs. C'est vrai pour la pandémie, mais c'est vrai pour tous les sinistres, quels qu'ils soient d'ailleurs. En effet. Alors, dans ce sens-là, je reviens un petit peu à ma question de tout à l'heure. On parle de ce qui doit être
fait de manière institutionnelle, gouvernementale, et là, j'entends bien ce que vous dites, les outils de post-prévention, non de post-vention, je pense que c'est le mot officiel, ou de prévention, il y en a beaucoup qui relèvent de politique publique. Revenons à la question de l'éducation populaire, appelons-la comme ça, l'éducation du public. Alors, on a un gros besoin de travailler sur l'éducation et à tous les niveaux. D'abord parce que on a des connaissances. Souvent, on ne les mobilise pas ou on ne les valorise pas. Okay? Je prends l'exemple des universités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit travailler sur ce volet-là dans le réseau risque. C'est avec les connaissances qu'on a déjà acquises, comment mieux les transmettre et surtout informer les bonnes personnes, à la fois les décideurs, puis les populations en tant que telles. Puis ça, on a un travail à faire avec les organismes communautaires, par exemple les municipalités, les MRC, etc., qui ont des programmes aussi un peu d'éducation. Je le vois dans ma municipalité. Moi, j'habite à Autobahn Park, dans une région qui est éventuellement soumise à des soubresauts de la rivière Richelieu. Bon, ben, il y a des soirées éventuellement, justement organisées, ça peut être artistique, mais même aussi d'éducation à l'environnement. Donc, nous, les scientifiques, et d'ailleurs la communauté universitaire, y compris cégep, école, etc., on doit faire ce travail-là. À la fois au niveau des enfants, il faut le faire très rapidement, inscrire dans les programmes scolaires, dès le départ, dès la plus tendre, dans la plus jeune enfance, au moins qu'on sache de quoi on parle quand on parle du changement climatique. Quels sont les risques associés? Quels sont les impacts potentiels sur les populations, etc. Puis après ça, évidemment, éduquer les enfants, ça va aussi permettre d'éduquer les parents, mais faire en sorte aussi que cette information-là, cette éducation, elle passe aussi progressivement à tous les échelons. On a aussi un système vieillissant dans nos fonctions publiques, okay? Avec aussi des gens à reformer ou former dans des nouvelles réalités qui sont différentes de ce qu'on avait été, dans lequel ils ont été formés il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et pour ça, bonifier les programmes existants. Il faut véritablement revoir la façon dont on gère les risques, mais ça veut dire également d'être capable de développer les programmes justement avec différentes disciplines dans toute la sphère universitaire, y compris au cégep. Pour pas qu'on arrive au dernier moment à avoir quelques universités. Il y a, à ma connaissance, 3 universités qui ont des programmes. Il y en a un ici à l'UQAM, en résilience, risque et catastrophe, qui s'est développé d'ailleurs l'année dernière dans mon département. Il y a, je pense, l'UQAC, qui a un programme justement sur les risques maritimes. Et nos collègues de l'UQAR, qui travaillent beaucoup, évidemment, sur les problématiques d'érosion côtière. C'est évidemment le domaine, évidemment, de prédilection de l'UQAR. Mais il y a d'autres universités qui devraient aussi embarquer. Les ingénieurs, par exemple, quand on parle d'éducation. J'ai été donné il n'y a pas si longtemps des formations ou une présentation à l'école polytechnique ou dans les écoles qui forment les ingénieurs. Une bonne partie encore des ingénieurs utilisent ce qu'on appelle les théories de stationnarité, considèrent que le climat ne change pas. Pour vrai? Ça veut dire que revoir même la façon dont on approche, ou on forme les ingénieurs, parce que le climat est en train de changer et change beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait même anticipé il y a quelques années. Oui. Le rapport du GIEC, l'Organisation météorologique mondiale, on l'a vu cette semaine, ils sont sortis d'ailleurs dans les médias en disant il y a vraiment une crise majeure qui nous attend après la Covid et qui est déjà en cours, c'est le climat et il change à une vitesse extrêmement rapide. Et je pense que la plupart de nos politiciens n'ont pas complètement compris l'ampleur des changements en cours. Oui. Alors là, travail d'éducation gigantesque à tous les niveaux, en commençant, comme vous le disiez, par les tout jeunes enfants. Je reviens à ce que vous avez soumis tout à l'heure comme idée, qu'il va falloir aussi développer des modélisations beaucoup plus régionales du climat pour comprendre quelles sont les zones qui vont être les plus à risque, la vulnérabilité, mesurer les vulnérabilités à venir et peut-être calculer les expositions en conséquence. Mais toute cette information-là aussi, est-ce qu'on ne devrait pas trouver une façon qu'elle soit automatiquement disponible dans les populations concernées, donc très localement? Absolument. Alors, je pense que grâce, d'ailleurs, en partie au plan de protection sur les inondations qui a été développé d'ailleurs par le gouvernement du Québec, déposé en avril 2020, il y a un an, qui est un peu passé inaperçu, évidemment, parce qu'on était en plein Covid. Je travaille moi-même avec d'autres collègues sur un comité aviseur où on est en train de mettre en place justement des mesures 22 et 23 de ce plan de protection qui vise justement à faire ça. Transférer l'information, mettre en place des plateformes où on plutôt que d'être obligé de cliquer dans plein de plateformes différentes, trouver une information où tout est centralisé. À la fois avant l'événement,
OK? Les mesures de protection pour ses biens, sa famille, etc. Donc, avoir un endroit où toute l'information est centralisée. Et géolocalisé, en quelque sorte. Exactement, géolocalisée. Si vous prenez l'exemple de l'Angleterre, de la France ou même l'Allemagne, vous tapez votre code postal, Ah, voilà. vous avez automatiquement tous les risques auxquels vous êtes confrontés dans votre localité, voire même localement au sein de votre pâté de maison ou dans votre arrondissement. Et ça, il faudrait qu'on fasse Et ça. ça n'existe pas ici, un outil comme celui-là, non? Le gouvernement souhaite, justement, veut suivre un peu le modèle français sur cette façon de faire. Ils ont justement mis en place, dans la province de l'Alberta, une capacité très rapidement de pouvoir en fait avoir accès à toute l'information. La météo, savoir qu'est-ce qui va tomber en termes de quantité de précipitations, comment vont réagir les rivières, quelles sont les zones exposées potentiellement, parce que ça peut varier beaucoup sur le territoire en fonction des quantités, par exemple, de précipitations qui tombent. Et mettre à jour cette information-là sur une base régulière, parce qu'on aménage tous les jours. Donc, mettre à jour cette information-là, développer les cartes d'inondation et sur une base régulière, les mettre à jour, parce que le climat, il change, les facteurs d'exposition vont changer, la vulnérabilité change aussi, parce que la population, par exemple, vieillit. Je vais vous donner un exemple, j'étais ébahi quand j'ai trouvé cette information-là. Beaucoup de CHSLD ont été construits dans les zones inondables ou les zones à risque. Imaginez quand il s'agit de déplacer les personnes à mobilité réduite ou quand on a des problèmes sanitaires, ou en plus en ce moment évidemment avec la pandémie, tous les problèmes de logistique que ça peut poser. Les écoles, je travaille avec des collègues, notamment des SUS de l'Outaouais, ils se rendent compte en fait qu'il y a des endroits, notamment pour prendre l'exemple de Maniwaki, où il y a des écoles ou des infrastructures qui ont été construites dans les zones qui sont à risque. Donc tout ça, il faut revoir ça là. Et encore une fois, c'est important parce que les populations qui sont les plus affectées, c'est les enfants, les femmes qui s'occupent des enfants pour la majorité des cas, et les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées. À travers le monde, à peu près 3/4 des morts ou des personnes qui ont été affectées physiquement par les désastres, ce sont ces catégories-là, femmes, enfants et personnes vulnérables. Donc il faut s'en occuper. Il faut s'assurer de pouvoir identifier correctement, justement, non seulement les zones vulnérables, mais qui est affecté, qui est exposé à ces risques-là, et s'en occuper avant que le désastre arrive. Voilà. Alors, en terminant, Philippe Gachon, si on pouvait identifier aujourd'hui 2 ou 3 mesures très concrètes qui pourraient nous faire avancer en termes de prévention des impacts, évidemment, on ne parlera pas encore une fois de la grande courbe des changements climatiques, mais de diminution des impacts de ces grands changements qui amènent des phénomènes majeurs hydrométéorologiques, peu importe comment on les appelle. Alors le premier, je dirais tout de suite, parce que ça ne demandera pas énormément d'efforts, notamment d'argent, c'est juste s'assurer de faire sortir la connaissance qui existe déjà. Avant d'en développer les nouvelles connaissances, puis aussi les nouveaux outils, juste s'assurer que cette connaissance-là est disponible. Donc, créer le genre de plateforme dont on parlait tout à l'heure. Exactement, et donner les moyens aux systèmes d'éducation, et en particulier les universités ou les gens qui font de la recherche, de pouvoir faire sortir cette information-là. C'est tout bête, mais souvent, les chercheurs comme nous, on est financés, nos étudiants font une maîtrise, un doctorat, on publie, puis c'est fini là. Mais souvent, on a des données avec des valeurs ajoutées qui sont extrêmement utiles, mais on n'a pas l'argent pour faire sortir ça. Souvent, ça réside dans nos boîtes, dans nos bibliothèques, puis ce n'est pas disponible, cette information-là. Donc, il faut la valoriser. Donc, et la mettre valoriser la science qu'on crée, ce serait une première chose, oui. Deuxième élément, se donner les moyens de faire de la gestion proactive des risques. Nous allons faire face à des risques systémiques à tous les niveaux. On le voit avec la pandémie, s'il devait se produire, et on le voit à travers le monde, d'autres désastres, quand ça se combine, ça devient catastrophique. Donc, trouver une façon d'être plus proactif et d'anticiper les changements. Faire ce qu'on appelle un développement progressif de stratégie de résilience. Pour être capable collectivement de justement se servir de cette fameuse connaissance dont je parlais tout à l'heure, mais se mettre dans une situation où on va anticiper les changements qui s'en viennent, au lieu d'attendre qu'ils arrivent. Ça va nous permettre d'abord de réduire les impacts, c'est sûr, les conséquences, surtout sur les personnes les plus vulnérables, mais surtout pas se retrouver toujours au pied du mur. Lorsqu'il se produit quelque chose, on fait quoi? Okay? Je pense que les risques, le changement climatique, les conséquences vont peut-être nous amener, puis je suis optimiste là-dessus,
à développer une nouvelle stratégie de solidarité qu'on a oubliée. En fait, la pandémie puis le climat nous rappellent à quel point on est tous tellement dépendants de notre environnement. Donc, on a une planète, une bulle, puis on se rend compte dans cette période de pandémie avec le climat que cette bulle-là, il faut qu'on la préserve, il faut qu'on soit capable aussi de faire en sorte de réduire notre impact environnemental parce que ça va sauver des vies, ça va nous permettre de mieux vivre, puis ça va nous permettre de développer des milieux de vie résilients. Comment on peut mieux, on va dire, faire face à ces changements qui s'en viennent en respectant notre environnement, en prenant aussi, par exemple sur les populations autochtones, qui ont une façon de vivre avec leur environnement, des leçons à tirer justement de ces personnes-là ou ces populations-là, ces communautés-là, qui ne sont pas souvent valorisées, notamment en termes de connaissances pratiques des milieux dans lesquels ils vivent, parce qu'eux, ils dépendent encore plus que nous, les citadins, de leur environnement en général. Oui. Alors, écoutez, la science, d'où qu'elle vienne, y compris effectivement de ces communautés très importantes. Merci, Philippe Gachon. Je vous rappelle que Philippe Gachon est professeur d'hydroclimatologie au département de géographie de l'UQAM. Il est aussi, depuis 2018, directeur du réseau Inondations intersectorielles du Québec, un regroupement interuniversitaire qui contribue à la réduction des risques liés aux inondations. Alors voilà, c'est aussi le temps de remercier l'Institut des sciences de l'environnement qui a eu l'idée de cette série d'entretiens. À la prochaine.